Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 10 mars 2023. Alors oui, c'est dans le rouge, oui, on a pris une très grosse claque, justement, c'est le sujet de cette quotidienne, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour revenir justement sur les news crypto, le marché et le Bitcoin. Donc oui, aujourd'hui, nous allons parler de la chute du Bitcoin et d'ordre général des cryptos. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas que ça, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a une actualité qui est assez dense, on va passer justement dessus, et ensuite on va passer sur la partie technique dans laquelle on va essayer de comprendre jusqu'où on va aller, la rupture, et aussi parler de la notion de perte, comment prendre une perte, comment gérer une perte, parce que, comme vous le savez, j'étais majoritairement en long sur un rebond, et je vais vous expliquer comment je l'ai géré, comment je l'ai en tout cas absorbé de mon côté. Alors avant de commencer, si vous aimez mon contenu et que vous voulez me soutenir, c'est très simple, likez et partagez cette vidéo, ça aide énormément au référencement, ça aide beaucoup à faire connaître justement mon contenu, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite les nouvelles avec, dans un premier temps, Ternoa qui justement continue son lancement de The Capsule qui est à la base le concept même de la blockchain Ternoa. Je rappelle que Ternoa est développé sur Polkadot majoritairement et il rajoute des fonctionnalités très fortes à la notion de NFT et c'est très intéressant comme concept. Ceci étant dit, on attaque le gros avec la première grosse news, c'est le procureur de New York qui, lors de son procès avec justement KuCoin, qui explique tout simplement que le stacking d'Ethereum et que Ethereum est une securities. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est une securities, on revient régulièrement sur ce que c'est. Il y a deux types de tokens, il y a les securities, il y a deux types de titres, il y a les securities et les commodities. Commodities, c'est globalement ce qu'on utilise pour payer, donc on considère que c'est un moyen d'échange monétaire. Les sécurités sont des titres boursiers, des titres d'investissement, des titres immobiliers, ce sont des titres dans lesquels on attend un rendement. Et tout ce qui est lié au rendement est hautement justement surveillé et dans lequel on se pose toujours la question de est-ce que les cryptos sont oui ou non des commodities. On va pas se cacher qu'il y a un grand nombre de cryptos dans lesquels c'est des securities et il y en a assez peu comme étant commodities. Il est devenu d'un accord, en tout cas aux États-Unis, que BTC est une commodities. Voilà. Ethereum fait partie des choses où on ne sait pas trop. Et là, le fait de voir un procureur qui justement attaque KuCoin sur le fait qu'il fait du stacking Ethereum et que c'est une securities, non pas une commodities, refait surgir un certain nombre de démons dans lequel, oui ou non, est-ce que Ethereum est une securities, et le principe justement de la notion de proof of stake intégrée, est-ce que oui ou non il y a une véritable valeur ou pas, est-ce que c'est lié sur un investissement, et ce qui est très fort, c'est qu'on arrive quand même à ce type de choses-là, alors que la veille, je le dis bien la veille, nous avons le chairman de la CFTC, donc qui est la commission spécialisée dans le trading des commodities et des futures, qui nous dit que tout simplement Ethereum est une commodities, n'est pas une securities. Mais ça c'est malheureusement dans la chambre des congrès, lors d'une audition, c'est encore différent d'un procureur qui est en train d'essayer de gagner une affaire sur KuCoin. Donc là, encore une fois, on a encore beaucoup de FUD, ça vient régulièrement tant qu'il n'y aura pas de framework légal. Et ça, c'est très important, on va en discuter tout de suite avec le fait que Biden est en train de modifier la notion de budget 2024 sur la gestion des cryptos avec cette notion de wash sale qui serait justement une modification de la structure et du framework crypto. Donc on rajoute un FUD supplémentaire. Et il faut prendre en considération aussi autre chose, et je pense que c'est très important de l'assumer, c'est que lors du 8 mars, par exemple, lors de l'audition de Powell devant le Congrès, on a eu des interventions autour des cryptos, et notamment une d'elles qui était très intéressante, qui posait la question, est-ce que, pour une fois, les États-Unis vont être des law takers et non pas des law makers? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'ils vont prendre les lois des autres et donc ne pas légiférer, ou est-ce qu'ils vont justement prendre les devants et légiférer? Parce qu'il y a clairement un manque de législation, ça on le sait, au niveau des États-Unis sur cette partie-là, sur la partie crypto, c'est quelque chose qui va prendre du temps à se faire, et
du coup, la question a été posée, c'est est-ce que, en Europe, par exemple, qui ont lancé Mika, qui sont en avance sur absolument tout, est-ce que, oui ou non, on va prendre cette législation, ou est-ce qu'on va en faire? Là-dessus, Powell avait dit qu'il ne savait pas, mais que oui, il fallait impérativement avoir un cadre légal qui pourrait arriver, et en effet, ça éviterait justement ce type de schématique, où on se retrouvait sur des procès sans fin. Procès d'ailleurs où Coinbase a statué que si jamais il fallait défendre le stacking d'Ethereum, c'était sans aucun problème, il irait devant n'importe quel tribunal pour le défendre, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire qu'on va avoir un front uni de l'ensemble des acteurs crypto, mais oui, je suis d'accord sur le fait qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait un framework qui soit imposé, framework légal, pour pouvoir justement construire. En Europe, on a été plutôt dynamique dessus, et ce qui est intéressant, c'est que justement, la réflexion qu'on avait, et moi compris, bien évidemment, il y a à peu près un an, quand on commençait à voir Mika, on se disait, ah ouais, mais les États-Unis, eux, ils laissent tourner, eux au moins ils savent faire, ils vont laisser l'industrie se construire, alors que, justement, en Europe, on réglemente d'abord, et puis on tape, et puis on va bloquer l'industrie crypto. Oui, mais alors, j'avoue que maintenant, je change de chemise et je retourne ma veste en disant que, bon, bah, tout simplement, à un moment donné, avoir un cadre légal permet de rassurer et évite, justement, ce genre d'intervention où on a, justement, un FUD colossal parce qu'il y a un vide juridique, donc tout le monde fait absolument ce qu'il veut, et notamment, la partie légale, donc ça veut dire qu'on peut se retrouver avec des procès à tout va, et une mise en péril qui s'accentue un petit peu, et oui, vous avez vu, hein, c'est des super nouvelles, en même temps ça explique un petit peu le rouge qu'on a eu, c'est, voilà, on a une accumulation un petit peu de nouvelles, avec notre ami Biden qui nous dit que, qui va proposer une taxe de 30% sur l'électricité utilisée par les mineurs de Bitcoin. Alors, je rappelle que quand même les États-Unis sont un peu un Eldorado de ce côté-là, notamment le Texas, hein, dans lequel on a un ensemble de mineurs installés là-bas, donc on a vraiment beaucoup d'industries qui sont installées et qui sont en train de financer des grosses installations, hein, donc là-dessus c'est une grosse nouvelle, mais on rappelle que ça ne reste qu'une proposition, actuellement ce n'est pas voté, ce n'est pas instancié, bien que j'ai tendance à considérer qu'il y a de grandes possibilités que ce soit le cas, que ça se fasse, et la question qu'il faut se poser c'est, oui, là-dessus, la raison, c'est que en gros, ça empêcherait le fait de pouvoir passer vers, en gros, une transition écologique. Alors, ce que j'aime bien, c'est que du coup, dans les commentaires en dessous, on pose la question, oui, mais comment ça va se faire sur les personnes qui sont en green, etc., donc c'est-à-dire qui minent sur l'énergie verte, renouvelable, donc qui est excessivement positif, hein. Mais je rappelle que ce type de mineur-là représente encore une minorité, c'est en train d'augmenter, mais ça représente encore une minorité, et que la majorité des mineurs au Texas sont sur de l'énergie fossile, d'accord, hein, c'est pas de l'énergie verte. Donc la majorité du minage, en tout cas aux États-Unis, est de l'énergie fossile. Donc la notion écologique peut-être, oui, mais en tout cas le fait de poser une taxe de 30% sur l'électricité, c'est absolument pas gérable, en tout cas pour les mineurs. Je pense qu'il va y avoir une transformation structurelle qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un petit peu l'ensemble de ces nouvelles, le moment dans lequel tout ça est fait. Très intéressant de prendre du recul par rapport à ça, parce que on voit quand même quelque chose qui est fort, où on essaie de rajouter une forme de FUD très très fort. Pourquoi? Parce que ce ne sont que des propositions. Il n'y a rien qui est acté. Je reviens un petit peu en arrière. Ici, c'est lors d'un procès dans lequel on sait qu'ils ont déjà été déboutés des fois, on sait que les exchanges peuvent payer une amende et ça ne se gérera pas de cette façon-là. C'est un dire qui a été effectué en disant que Ethereum est une commodities, mais c'est juste un mot qui a été posé, ce n'est pas accusé, ce n'est pas la SEC qui vient taper à la porte des mineurs d'Ethereum ou d'Ethereum Foundation. On est sur autre chose qui est totalement différent, on est juste sur une information structurelle. À côté, nous avons ici encore une proposition de budget qui est mise en place. Ici, nous avons une proposition de taxation pour répondre à des besoins. Donc à chaque fois, c'est quelque chose qui n'est pas acté, et pourtant, l'implication, elle est grande, parce que on rajoute de l'incertitude autour des États-Unis, autour de la crypto, et il faut pas oublier que cette incertitude, elle est très mal gérée par le marché. Je vous invite juste à prendre un petit peu de recul par rapport à toutes ces informations-là. Il n'y a rien qui est acté, encore une fois, et dessus on se retrouve dans une schématique où on va questionner est-ce que oui ou non les États-Unis vont aller sur la technologie de la blockchain. La réponse est oui. La réponse est oui, c'est juste qu'il y a besoin d'un cadre légal, il y a un framework légal qui doit arriver, il n'est toujours pas là, ça va se faire, et il faut juste que ça arrive pour pouvoir faciliter
les échanges. Alors du coup pendant cette chute, ce qui est quand même très intéressant, c'est que nous avons, très intéressant façon de parler, UOB Token, le HT, qui a pris une grosse claque, qui s'est pris 93%. Alors oui ou non, enfin oui et non, c'est-à-dire qu'on a eu une grosse chute dans laquelle on est arrivé quasiment, alors je vais retrouver le prix, mais voilà, 31 centimes, donc on est passé de quasiment 5 $ à 30 centimes, et ensuite on a été ravalé entièrement. Donc a priori ce serait une cascade de liquidation spot future qui entraînerait ça, mais je trouve que 94%, c'est enfin, à quel moment on peut considérer qu'une chute de 94% est liée à une cascade de liquidation? C'est qu'il y a d'autres choses qui sont dedans. Pour moi, enfin en tout cas, c'est la première fois que je vois ce type d'explication. Généralement, quand on a une chute de 94%, c'est qu'on a un effondrement total. Donc là-dessus, je me pose grandement des questions. Je vais surveiller déjà de base. Je vous avoue que le HT, je n'y touchais absolument pas. Et quand je sais qu'il y a Justinson derrière, je n'y touche encore moins. Donc il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Et justement, Justinson a injecté de la liquidité. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu une grosse problématique de liquidité au niveau de l'exchange, et ça, pour moi, ça fait partie des choses où je prends un petit peu de recul. Quand je vois des éléments comme ça, à chaque fois, je retire. Si jamais j'ai des risques dessus, je limite mes risques, et je contrôle au maximum mes risques. En parlant de risques, nous avons Hedera Blockchain, donc qui est du coup une blockchain. Alors, le terme blockchain est toujours très, voilà, on va dire que c'est un DAG, c'est une forme de blockchain, mais justement les aficionados d'Hedera disent que ce n'est pas une blockchain, etc., etc. Bref, on va synthétiser en disant que Hedera Blockchain, qui est somme toute rentre dans la case des blockchains, a des irrégularités entre guillemets. Alors j'aime bien cette notion d'irrégularité. Quand on va traîner un petit peu sur leur Discord, on voit que surtout c'est un exploit qui semblerait se dérouler au niveau de l'ensemble des smart contracts, avec de la compilation et de la décompilation qui permettrait justement de créer des failles au sein des smart contracts pour ce faire. Du coup, HBAR Foundation est en cours d'analyse dessus, donc il faut prendre un petit peu de recul. Il y a aussi beaucoup de FUD, on ne sait pas exactement la cause, ni pourquoi, ni comment. On sait qu'il y a certaines personnes qui sont en train de travailler dessus. Et sur le Discord, il y a pas mal d'infos qui sont en train de circuler, de personnes qui ont trouvé des choses, mais on ne sait pas encore si c'est validé ou non, donc il faut faire très très attention, encore une fois, sur ce type de moment où on a beaucoup de fausses informations et beaucoup de fake news. À côté, nous avons Bloomberg qui est en train de titrer One Bank Fold, et justement, tout Wall Street se pose la question, est-ce que c'est oui ou non une crise? Alors, à savoir que la banque qui s'est effondrée, c'est Silvergate. Silvergate, on rappelle que c'est une banque qui est majoritairement crypto, qui était hautement exposée à FTX, qui a pris 1 milliard de pertes dans les dents, et qui eux-mêmes ont décidé de passer en liquidation pour pouvoir assurer justement la redistribution des fonds. Donc, la notion de crise, pour moi, il faut encore une fois prendre du recul par rapport à ça. Non, la Silverbank, en tout cas la chute de la Silverbank, n'est pas une crise financière générique liée à Wall Street, mais plus une crise, enfin en tout cas la fin d'une crise, qui est celle de la crypto-monnaie en 2022, et on a les dernières répercussions justement sur cette année 2023. On a terminé sur les nouvelles, et on va attaquer la partie technique après une courte pause, mais je vous rappelle qu'aujourd'hui nous avons le taux de chômage très important à noter, dans lequel on risque d'avoir de la volatilité, et on se retrouve tout de suite après pour la partie technique. Cette vidéo est sponsorisée par Bybit, qui est l'exchange que j'utilise depuis quasiment 1 an et demi maintenant, et qui est l'exchange que j'utilise d'ailleurs le plus, qui est le deuxième en termes de volume, et qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour pouvoir faire du trading, de l'achat et de la gestion, et de l'investissement en crypto, dans lequel on retrouve du spot, des produits dérivés, des NFT, le earning classique, on a la possibilité d'acheter, ils ont des options aussi, il y a toute la partie DEX qui est intégrée directement avec une partie justement exchange décentralisée, on a bien évidemment les grid bots et les bots de trading, avec notamment le bot de DCA si on veut faire de l'investissement long terme, qui est très bien fait, je vous ai fait des vidéos dessus. On va retrouver une interface soignée au niveau du trading sur les dérivés. Donc on a vraiment en fait une plateforme complète qui est non KYC et qui est gérée en plus à travers le BIT, donc son token, qui est le token lié à la DAO de Bybit. Donc c'est un point positif en plus. En commentaire et en description, vous retrouverez mon lien d'affiliation dans lequel vous avez un bonus de 4500 $ à l'inscription sur votre premier dépôt et moins 10% sur les frais. N'hésitez pas à la tester et on reprend la vidéo tout de suite. Partie technique qui rappelle rapidement que nous sommes toujours dans notre fin de schématique héliotiste, des vagues d'impulsion d'héliotisme où nous sommes dans la fin, donc 5 vagues
3 vagues de retracement. Nous sommes dans la zone de DCA Dollar Cost Average si on veut lisser son PMA sur une zone de rechargement très long terme, parce que nous sommes en dessous du 618 du mouvement total du BTC. Et maintenant, ceci étant dit, on va zoomer un petit peu. Donc nous sommes sur le graphique du CME qui représente le marché futur du Chicago Mercantile Exchange. Nous avions eu ce gap haussier de rupture, gap justement qui avait pour but de se dire qu'on avait une impulsion suffisamment forte pour repartir à la hausse, qui était essentielle, et on se voit qu'on l'a totalement comblé. Normalement, ce type de gap là ne sont pas censés être comblés, donc ça veut dire que la probabilité de partir sur une vague de retracement et accélération comme on avait pu connaître dans les années précédentes est en train de s'effondrer, et la réflexion de se dire qu'on est en train de mettre en place une forme de ranging qui va se faire comme ça pendant un certain temps, alors même pourquoi pas sous une forme de compression, on pourrait avoir un truc comme ça qui se met en place en attendant la préparation du halving, pourrait être toujours sur la table et augmenter en fait sa probabilité. Alors là-dessus, cette rupture, ce comblement entraîne pas mal de choses. Entraîne le fait que, en effet, on va avoir certainement un retracement plus profond. La notion de retracement est toujours présente, ça veut dire que on ne dit pas qu'on va faire un plus bas, mais en tout cas on considère qu'on va retracer, et c'est un petit peu la discussion que l'on va avoir aujourd'hui. Si on zoome un petit peu et qu'on regarde autrement sur, cette fois-ci, non pas le CME mais sur le Total Index, on revoit toujours notre belle accumulation, j'en parlerai pas maintenant, dans le sens où on a fait ici la prise de liquidité, accélération haussière, on a retesté la R, on a fait une petite mèche autour de la R, mais on n'a pas fait ici de construction au-dessus. Donc ça veut dire que on n'est pas en train d'avoir une rupture haussière, donc ça veut dire que la chute qui est en train de se faire ici, c'est soit une chute pour faire un plus bas, soit une chute ici pour faire une compression. D'accord ? Ce sont deux possibilités que l'on a ici. Majoritairement, la plus grosse probabilité est donc une continuité baissière avec un plus bas techniquement que l'on pourrait avoir, parce que justement nous n'avons pas cassé cette AR là. Alors ceci étant dit, on va aller tout de suite regarder court terme pour voir, encadrant un petit peu ce qui s'est passé, et ensuite je vais vous expliquer moi ma vision. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu première impulsion baissière, retracement, deuxième impulsion baissière, consolidation, et ensuite dernière impulsion baissière, en tout cas la dernière en date, qui a eu lieu avec une accélération très très forte, rupture ici du lot précédent. Donc on rappelle que techniquement on est, hop, je reviens rapidement en arrière, dans une structure baissière, dans lequel nous sommes ici, enfin nous étions dans une structure haussière, d'accord ? Structure haussière dans laquelle nous avions des lows de plus en plus hauts et des highs de plus en plus hauts, d'accord ? Donc on était bien dans ce type de pattern. Et là, ça a totalement changé avec la rupture de ce lot ici, et c'est là où on a vu une grosse accélération. Je vous avais expliqué que si jamais on passait en dessous, on risquait d'avoir une grosse accélération, et on voit que l'accélération a été jouée, et je vous disais que voilà, d'ordre général, si vous vouliez jouer ce type de break, vous pouviez, surtout que nous avions ici une distribution avec un saut et un UT, la cassure du saut, donc on avait la validation ici de la structure de Wyckoff. À côté, nous sommes dans une continuité baissière avec la première impulsion, deuxième impulsion. Au niveau des niveaux de ces impulsions baissières, très intéressant de noter que la première et la deuxième, on a une consolidation ici, 272 au niveau des 17 400, dans lequel on a un niveau en plus de soutien qui est relativement fort. On va regarder ça, vous allez voir, je pense que ça va être assez intéressant. Au niveau du Fibonacci, on va tout de suite le sortir pour regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc je reprends la base, je reprends le top pour regarder le mouvement total, étant donné que nous avons la rupture. Qu'est-ce que l'on voit ? On voit que le 786, ici, se trouve pile poil au niveau des 17 500, dans lequel nous avons en plus les objectifs de quantité de tendance de 618, donc un ratio supplémentaire du 1,618 qui est le nombre d'or de Fibonacci sur des extensions. Donc on a quand même un appel de prix qui est assez fort dans cette box, d'ailleurs que l'on va noter de ce pas, parce que nous avons aussi ici un order block qui se trouve, d'accord, un bel order block. Donc on a bien cette première accélération, retravail ici du cours, dans lequel on a une accélération avec une rupture, un retracement, donc un order block qui se structure là, et ensuite on a l'imbalance qui est en train de partir avec une accélération haussière, et justement la rupture qui avait été faite. Donc pour moi la continuité baissière, à partir du moment où on a fait ici cette rupture, ça veut dire que court terme, on repart dans une tendance cohérente avec le long terme, donc une continuité baissière.
très important, c'est là-dessus, mon biais a été invalidé. Et justement, on va parler de ce biais-là. Alors, pour revenir un petit peu sur l'explication que j'avais eue à l'époque, en vous disant que tant qu'on ne cassait pas ce bas-là, on était toujours dans une accélération haussière avec peut-être une dernière extension avec l'UTAD à jouer. Je vous ai expliqué que notamment j'étais en train de lisser un prix d'entrée sur cette zone-là avec derrière une probabilité de repartir. Donc là-dessus, j'ai pris une notion de perte et c'est très intéressant de parler de cette notion de perte et cette notion notamment quand on a un gros mouvement de ce style-là, comment on gère son portefeuille qui est exposé peut-être en spot ou qui est exposé en futur, comment je gère une perte. Déjà, forcément, il faut prendre une perte, c'est-à-dire que ici, je n'ai pas continué à acheter, j'ai tout simplement pris ma perte, d'accord? Il est important de couper ces pertes rapidement. On rappelle que le principe même du trading dessus, c'est de justement laisser courir ses gains et de limiter ses pertes. C'est un principe de base, malheureusement, assez peu de personnes le maintiennent, même si on en a conscience, c'est compliqué, je veux dire, psychologiquement, de se dire ça. Donc là-dessus, j'ai pris mes pertes sur cette continuité de longue. La question est comment on gère ça. La meilleure façon de gérer ça, c'est d'avoir un plan au long terme, d'avoir une stratégie au long terme. Personnellement, je suis exposé déjà depuis un certain temps aux actifs, j'ai une exposition qui est assez forte, et j'ai une exposition qui s'est grandement renforcée dans la zone justement de consolidation ici. Donc j'ai un PMA déjà qui est très très bas. Et je sais que même si on continue à baisser, j'aurai la capacité de pouvoir continuer à DCA tout le long de cette chute pour lisser mon PMA à la baisse. Donc au niveau investissement, je suis assez peu contrarié et de base, on va dire que je suis même très serein de ce côté-là. Et je le vois plus comme une opportunité de continuer à recharger sur des zones basses. Concernant la partie future, quand j'ai une partie spot qui est en intégration haussière comme ceci, en accumulation, mais généralement j'ai des positions de hedging lorsqu'on arrive dans des zones très fortes, des zones de rejet comme celle-ci. Et ici, ça fait partie d'une partie de hedging que j'avais construit dans cette première partie-là, que j'ai renforcé dans cette partie-là, et que je suis toujours en position en short pour pouvoir justement accompagner. Et la réflexion que j'avais, c'était justement, est-ce que je construis un long ici pour une continuité haussière, étant que j'étais de toute façon, dans tous les cas, couvert par le short structurel ici. Donc l'idée, pour limiter en fait ces pertes, c'est toujours d'avoir une stratégie long terme, c'est-à-dire ne pas voir chaque trade comme étant un trade unique, mais bien voir votre stratégie qui est déterminée. Est-ce que vous êtes dans une continuité de tendance? À ce moment-là, c'est normal que lorsque vous avez une rupture de tendance, vous ayez un SL. Si vous êtes dans une rupture de tendance, c'est normal que lorsque vous avez une continuité de tendance, vous ayez un SL. C'est des choses qu'il faut accepter et qui font partie de votre stratégie. La perte en elle-même devient ingérable si vous la laissez courir et qu'elle n'était pas planifiée, donc quelque chose que vous n'aviez pas anticipé et intégré dans une forme de stratégie structurelle, donc ça veut dire que vous n'aviez pas assez réfléchi et préparé vos éléments par rapport à ça. Alors, ceci étant dit, on retourne rapidement sur la partie technique. Donc pour moi, on va jouer la continuité baissière avec une target qui est assez basse. On pourrait avoir une réaction assez haussière pour aller retravailler justement cette zone-là, d'accord? Première zone 21 500, donc 21 400 on va dire, pour être un peu plus large. Ici, retravailler ce support qui a d'ailleurs été totalement transpercé, hein, d'accord? Ça a été totalement arraché, littéralement. Par contre, en résistance, il pourrait bien faire le taf, donc on pourrait avoir un retest baissier ici dans les 21 500, voire avec une extension pour aller chercher la liquidité qui se trouve ici. Mais pour ça, là, c'est beaucoup trop tôt, hein. On a beaucoup trop de mouvements, je pense qu'on va arriver sur un week-end qui va être relativement flat, et un début de semaine aussi. On va voir aussi, bien sûr, la journée d'aujourd'hui, hein, très important, parce que sur la partie macro, on a les chiffres de l'inflation, excusez-moi, du chômage qui vont arriver, et qui sont tout aussi importants que le chiffre de l'inflation, donc, et on va rester aux aguets. Au niveau de l'open interest, on voit que on est ici, on a bien mis une grosse claque sur les longues, dans lequel on a bien liquidé une grosse partie. Ici, on a bien une contraction au niveau des top traders. Ça reste toujours majoritairement long, hein, je précise, ça reste toujours majoritairement long. Et ce qui est très intéressant à noter, c'est que ici, au niveau du CVD perp, c'est majoritairement la chute, hein. On a vraiment eu quelque chose d'assez violent au niveau des deux CVD, très très fort, mais surtout le perp, et le perp était celui qui avait poussé justement cette accélération haussière, et on voit que ici on a bien fait la rupture, donc on a quand même ici un retour, si on regarde, dans des niveaux de perpétuel, qui sont des niveaux de perpétuel au niveau de la chute de FTX.
D'accord, donc pour vous donner un peu une idée de là où nous nous trouvons au niveau du CVD perf. Au niveau de les positions top trader, on voit qu'on a eu une cassure baissière, oui, mais on reste toujours dans les niveaux de rupture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve au niveau ici des 17 500, d'accord, au niveau des positions, 17 500. Alors, ce qui est très intéressant de noter ça, c'est que je pense qu'on risque d'avoir une position de ranging au niveau des positions top trader dans lequel on va avoir un équilibrage qui va se faire sur les positions de hedging qui sont en train de se faire avec potentiellement une zone de ranging qui pourrait se faire ici si jamais on ne break pas le plus bas, bien évidemment. Si jamais on ne break pas le plus bas, là-dessus on aurait une invalidation et on aurait quelque chose qui serait un petit peu plus compliqué à lire, on en discutera au moment venu si jamais on a ça, et on a surtout la totalité des comptes qui sont en train d'acheter cette chute, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a un cluster de liquidation et qu'on a chuté aussi fort. On a des news fondamentales qui ont rajouté énormément de FUD, des personnes qui ont acheté à levier, des clusters de liquidation avec la rupture de cette zone-là et rupture de cette zone-là. Ce sont les deux lots qu'il fallait protéger, les deux lots dans lesquels nous avions de la liquidité ont été totalement wipe, donc on a eu un nettoyage en bonne et due forme. Durant ce nettoyage-là, très intéressant, parce que Ethereum, on n'oublie pas hein, la peur et le FUD autour d'Ethereum Securities. Bon, bah, on voit que majoritairement Ethereum, dans cette chute, a bien tenu et est en train ici de se globalement consolider. Donc on a un Ethereum qui a un petit peu plus superformé que le BTC lors de cette chute-là. On va passer rapidement sur la macro. On a le DXY qui est en consolidation, on n'en parle pas. À côté, on a le Nasdaq qui nous a fait une énorme bougie. Donc on rajoute justement cette chape de plomb macro qui a appuyé sur les news et le FUD crypto qui a entraîné justement des cascades de liquidation. Donc on est sur quelque chose qui est relativement simple de ce côté-là à comprendre avec la rupture des lots structurels. On a eu quand même une journée qui a été bien rouge et on voit qu'on commence à attaquer très fort avec quand même pas mal de volatilité alors que le marché US Wall Street n'est pas ouvert. Donc on a quand même une attaque baissière assez forte. Et quand on regarde le SP500, l'attaque baissière est même très très forte, hein, parce qu'on voit qu'on a une bougie avec une rupture, deuxième bougie qui est en train de consolider, où on est en train de passer en dessous de ce lot-là, donc on va certainement aller chercher le 0,5 de retracement à 3842, sur le Nasdaq on va aller chercher le 0,5 aussi à 11 600, là-dessus on se posera la question de est-ce que c'est un retracement pour repartir à la hausse ou pas. Là actuellement on est vraiment dans une continuité baissière. On rappelle toujours cette phrase qui a été prononcée il y a assez peu par JP Morgan disant qu'on peut aller à 3200 au niveau du SP500. On rappelle aussi que forcément quand on a cet élément-là, on va avoir une chute, mais certainement la chute en elle-même ne sera pas aussi forte et puissante que préconisée, parce que globalement on a, et on le sait, une partie de manipulation structurelle qui est présente, dans lequel, oui, on a des informations qui sont données, oui, peut-être on peut aller à 3200, mais globalement, quand on a une information comme ça veut dire vendez pour que nous puissions acheter, et c'est exactement, je pense, ce qui va être fait quand on va arriver au niveau du 0,5 ou du 618 à déterminer est-ce que oui ou non on va juste retravailler ce lot-là, ou est-ce qu'on va s'enfoncer un petit peu plus pour aller chercher la target à 786. Ça me semblerait quand même assez profond, mais pourquoi pas, surtout que on a toujours cette peur du 0,5, certes qui a été mitigée par Powell, mais qui est quand même toujours très très présente. 0,5 c'est l'augmentation de la Fed le 22 mars sur les taux directeurs qui impactent directement la capacité d'investissement des sociétés et donc forcément les indices SP500 et Nasdaq. Si la vidéo t'a plu, dis-le moi en commentaire, like, partage, ça m'aide beaucoup. Et n'oublie pas que tu as en commentaire et en description aussi le Discord qui est gratuit, qui regorge d'informations, qui a un parcours pédagogique mis à disposition pour pouvoir avoir énormément d'informations. Tu y retrouveras aussi beaucoup de choses, comme par exemple plein de discussions enflammées, tu y retrouveras de la fiscalité, de l'investissement, du trading, de la DeFi et aussi un coin premium dans lequel tu as mes briefs, mes investissements, mon portefeuille, mes gridbots, tu vas avoir aussi des stratégies automatisées, tu vas retrouver aussi des discussions et des accompagnements justement avancés pour pouvoir progresser plus rapidement, que ce soit dans l'investissement, le trading ou même tout simplement dans un point de vue psychologique en termes d'investisseurs. Donc rejoins-nous, ça se passe en commentaire et en description. Je te dis à très vite.